Alors ce pacte, c'est 32 mesures concrètes pour construire des communes écologiques, solidaires et démocratiques. Voilà, donc ce pacte vous a été envoyé, vous nous avez répondu, quelles étaient vos priorités et... Donc, je laisse la parole à M. Dominique Mariette pour Lutte ouvrière, pour une durée de 4 minutes. C'est toujours compliqué de commencer, d'autant plus que vous verrez, on est un peu en décalage avec l'ensemble donc de la rencontre. Oui, alors d'abord, je remercie les organisateurs, et puis d'autre part, oui, moi personnellement, j'ai signé le pacte parce qu'il n'y a aucune des mesures que je ne partage pas en soi. Alors, le simple problème, c'est que nous, dans cette campagne des municipales, effectivement, on est en décalage parce qu'on ne propose pas un programme électoral. Là, il y a 32 mesures, d'autres listes en ont 50, 100, etc. Et on ne propose pas, en l'occurrence dans ces élections municipales, un programme listé avec un certain nombre de mesures tout à fait louables, mais parce que justement le problème, c'est annoncer des mesures et puis les réaliser. Alors pourquoi on est dans ces élections municipales? Parce que notre objectif principal, c'est justement de mobiliser la population, le monde du travail, l'intitulé de notre liste, le camp des travailleurs, c'est-à-dire Argenteuil, l'énorme majorité de la population, de la mobiliser, elle, pour prendre en main un certain nombre des problèmes, dont certains sont évoqués dans cette liste de ce pacte de transition, et pour tenter d'imposer eh bien, les solutions. Alors pourquoi notre démarche? Parce que nous on considère que les contraintes, et en particulier en 2020, qui pèsent sur les communes, sont gigantesques. Finalement, les emprunts, c'est les banques qui ont la main. Le dédale administratif, qui s'est en plus complexifié ces dernières décennies, eh bien, est un obstacle. Le préfet, qui en dernière analyse, peut bloquer toute initiative, y compris dans l'intérêt de la population. Et puis, aujourd'hui, en 2020, eh bien, le niveau de pauvreté qui a augmenté, en particulier dans notre ville, et qui se traduit sur le plan aussi de la conscience, de la culture, de l'individualisme et de bien d'autres choses, qui sont des obstacles à l'action des municipalités qui sont un premier recours. Pour illustrer quand même mon propos, regardez le point que vous avancez, qui est très bien, je suis d'accord, garantir l'accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. C'est une vieille histoire. Engels, un initiateur du marxisme, qui a écrit un texte qui s'appelait « La question du logement ». Eh bien, sous le capitalisme, cette question du logement est fondamentalement insoluble. Elle est insoluble à l'échelle de la société tout entière et surtout à l'échelle d'une localité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Laisser les choses en l'état? Non. Effectivement, tenter de mobiliser la population. Et tout notre objectif, toute notre activité, eh bien, ça sera de tenter de mobiliser la population pour reprendre un certain nombre des objectifs dont certains sont exposés ici, et pour tenter, eh bien, que ça donne des résultats concrets. Notre problème et notre objectif, c'est d'être des points d'appui au sein de la population. Et puisque je prenais l'exemple du logement, eh bien, à Jolieu-Curie, nous avions tenté, il y a une dizaine d'années, d'être les points d'appui pour tenter de mobiliser la population. On y a réussi qu'en partie, mais d'autre part, on a quand même réussi un certain nombre de choses. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. En plus, j'ai vu qu'il y avait un chrono, donc ça m'évitait de prendre le mien. Je vais essayer de m'y tenir. Premier élément,
la diversité des questions, des sujets, le choix, l'arbitrage a été difficile. Ce que nous voulons dire pour démarrer, c'est que nous voulons institutionnaliser l'écologie et le développement durable, avec pour ça 2 mesures, puisqu'on parle de politique publique, donc il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une qui les porte. La première, c'est d'avoir un adjoint en charge de ces questions et qui travaillera transversalement, parce que beaucoup des sujets qui sont évoqués dans le pacte et dans les différentes mesures, finalement ne concernent pas qu'un secteur d'une politique publique, mais c'est un sujet transversal, donc on veut quelqu'un qui les porte transversalement. Et on veut mettre aussi en place un conseil de la transition écologique pour travailler avec tous les acteurs associatifs, tous ceux que ça intéresse, parce que c'est une dynamique collective, et même si une ville a beaucoup de pouvoir, elle n'a pas le pouvoir d'engager toute seule cette dynamique collective. Et donc ce conseil de la transition écologique, c'est aussi le moyen de mettre une ville en mouvement. Le premier sujet qu'on a retenu, c'est la question de la plaine d'Argenteuil. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plus de 50 hectares de terres arables de très bonne qualité. Ces terres, je les ai classées en 2009 en espace naturel sensible, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus jamais construites. C'est un dispositif particulier où quand vous voulez déclasser ces terrains, il y a des dispositifs légaux extrêmement lourds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire aujourd'hui de l'agriculture périurbaine, avec notamment un certain nombre d'outils qui existent au niveau de la région. La région dispose notamment d'une SAFER régionale, qui est un outil de remembrement agricole, qui permet de faire des baux agricoles sur des durées de 15 ans, et donc de pouvoir installer des agriculteurs, des maraîchers, qui peuvent travailler sur la durée. Ce schéma d'aménagement, nous l'avions préparé en 2014, il existe, et nous l'avions travaillé avec, à l'époque, une agence qui s'appelait la FTRP, qui s'appelle aujourd'hui Grand Paris Aménagement, et donc qui porte aujourd'hui, avec la région, ce type de politique publique. Notre objectif, c'est d'avoir, à court terme, plutôt que d'avoir des agriculteurs du Vexin qui font du maïs, puisqu'ils viennent que 2 fois par an, d'avoir des agriculteurs ou du maraîchage local sur toute cette grande surface pour pouvoir faire du circuit court et du bio, notamment pour nos cantines et plus largement. Je rappelle que la cuisine centrale propose aujourd'hui à nos enfants, mais plus largement, 8500 repas par jour, ce qui donne déjà une puissance de frappe tout à fait considérable. A été évoqué aussi dans le pacte une alimentation moins carnée. On voit bien que c'est une évolution extrêmement significative dans les dernières années. On a un changement fondamental dans la société sur le fait d'avoir une alimentation moins carnée. Et donc nous proposerons, nous, dans tous nos dispositifs, un repas végétarien chaque jour, à la fois dans nos cantines, mais également dans tous les dispositifs autour des personnes âgées auxquelles aujourd'hui la ville amène des repas. Et puis, enfin, nous pensons qu'il faut donner à voir, parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent, d'associations qui existent, mais il nous manque un grand marché bio sur Argenteuil. Je pense qu'on peut le faire avec les produits de la plaine d'Argenteuil, mais plus largement avec tout ce qui se produit aujourd'hui en Ile-de-France. On voit que là aussi, il y a une mutation significative. J'ai encore eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas tellement longtemps sur un des marchés à Argenteuil, quelqu'un qui fait du maraîchage au-delà de Pontoise et qui est tout à fait ouvert à travailler sur ce dispositif-là. Voilà, donc on a la chance aujourd'hui, quand vous partez de Paris jusqu'à au-delà de Cergy, le seul espace agricole non pollué, parce que la plaine d'Argenteuil et la plaine de Pierre, est gravement polluée, nous avons c'est plus de 50 hectares. Donc nous proposons de faire un vrai outil de développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous. Pour moi, c'est une grande première. On est issu donc, je suis Sarah Zouani, représentante de la liste Touche pas ma ville. Moi, je vais vous faire un petit débrief rapide parce que vraiment, je pense que c'est ma première fois, donc je vais me permettre de me présenter un peu plus. Je suis une Argenteuillaise depuis ma toute jeune enfance. J'ai 36 ans, je suis maman de 3 enfants. Et en fait, j'ai un parcours issu du tissu associatif. Voilà, issu du tissu associatif. Et en fait, on a tout simplement décidé de lancer une liste citoyenne pour qu'il y ait des changements qui s'ancrent vraiment dans la réalité des Argenteuillais. Peut-être trop petit.
ça, la campagne en elle-même fut une superbe expérience, une expérience de politique autrement, pour le coup. Ce fut très compliqué, parce que finalement, lorsqu'on se lance comme ça dans la politique en tant que citoyen, on se rend compte qu'il y a beaucoup de barrières et qu'il faut les dépasser. Et je trouve ça super que ce soir on puisse se réunir sur un sujet aussi important. Je regrette juste le fait que toutes les associations argentaises n'aient pas pu être présentes, parce que je pense que ce n'est pas que l'affaire d'associations qui sont forcément dans un système écologique ou dans des défenses, etc. C'est l'affaire de tous aujourd'hui. Et par contre, je salue l'effort parce que c'est vraiment formidable ce qui se passe aujourd'hui, là. Pouvoir parler écologie tous ensemble, c'est top. Voilà, donc nous on est parti sur un principe, on a voulu faire une campagne vraiment axée sur une campagne responsable, que ce soit économiquement ou écologiquement. Donc on n'a pas dépensé énormément et en papier on n'a pas non plus débité tout ce qu'on aurait pu débiter. Et c'est ce qu'on veut s'engager à faire sur le prochain mandat. Donc c'est de continuer comme ça dans une campagne de responsabilité et se responsabiliser nous-mêmes. C'est aussi apporter la possibilité aux Argenteuillais de les entrer dans un système de responsabilité aussi. L'écologie, c'est l'affaire de tous. Et donc, on a un réel besoin aujourd'hui de transition écologique. C'est une certitude et on va en parler pendant un moment. Mais il y a aussi une nécessité sur la transition démocratique et sociale pour que des soirées comme ça puissent être faites à échelle plus grande. Et pourquoi pas à la salle Jean Villard, avec tout plein d'Argenteuillais qui puissent participer au débat, parce que ça concerne tout le monde, c'est dans notre quotidien, et c'est la réalité de chacun. Alors nous, on n'a pas signé le pacte de transition, non pas parce qu'il y a des points avec lesquels on était en désaccord, mais tout simplement parce qu'on est dans une démarche où on veut signer et s'engager que sur des choses qu'on est sûr et certain de pouvoir mener à bien. Sur les 32 mesures, on est d'accord sur plein de points, sur d'ailleurs tous les points, mais on n'est pas sûr d'être dans la capacité d'aller au bout de tous ces points. C'est la seule raison pour laquelle on n'a pas signé, mais je pense que le fait d'avoir validé 8 mesures, en tout cas en totalité, nous permet de se positionner dessus. On a évidemment un programme écologique qui sera diffusé très prochainement, et où chacune de nos mesures en fait sera en autofinancement. C'est un objectif qu'on a, qu'une justice sociale soit faite pour tous, et donc on veut mettre l'accent vraiment sur deux pôles, enfin plusieurs pôles principaux, mais moi je vais en parler de deux. Donc on veut mettre l'accent sur un grand pôle isolation, parce que l'isolation aujourd'hui à Argenteuil c'est un très gros problème. On parle tout de suite de finances. Les gens ne peuvent pas forcément pallier à ce gros souci-là. Et aujourd'hui, c'est quand même intolérable qu'un citoyen, qu'il y ait encore des citoyens de seconde zone, hein, excusez-moi du terme, mais je pense qu'il faut qu'on s'ancre dans une démarche où... je peux finir, voilà. Et du coup, je vais juste finir, je me permets, parce que j'ai eu un petit truc, je vais me permettre de finir avec une citation de Churchill, parce que moi je vais devoir partir, j'ai ma première réunion publique ce soir, donc je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps. Et donc, mieux vaut prendre le changement écologique par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et donc, c'est l'affaire de tous les citoyens. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci vraiment pour cette invitation. En même temps, peut-être qu'on peut, au moins ici, battre les masques, même s'il y a quelques caméras. C'est-à-dire concrètement, vous avez tous remarqué que tout le monde devient un petit peu écolo la veille des élections, mais peut-être un peu moins le lendemain. Donc on fait des photos plutôt dans des espaces verts, enfin des photos qui claquent un peu bien sur les affiches, parfois sur des tracts, mais très concrètement, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, tant mieux si ça prend à la gorge pour le coup ceux et celles qui avaient plutôt ignoré ces questions-là, pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Et je dis tant mieux, c'est pas du tout hypocrite. Et quand je dis ça, je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. La question écologique à titre personnel, c'est pas le cas des 55 qui sont sur la liste ou de toute la liste Argenteuil tous ensemble où il y a des militants qui sont vraiment portés sur la question écologique depuis très longtemps. En ce qui me concerne, dans la question écologique, je vais l'embrasser au détour d'un ouvrage comme celui-ci, que je vous conseille, ou de ce qu'on a appelé de manière très générale, ce qu'on appelle la justice environnementale. C'est-à-dire cette idée que, par exemple, ça vient des États-Unis, que les Noirs américains avaient juste constaté que les produits les plus polluants étaient déversés là où ils vivaient. C'est-à-dire qu'il y avait une conjonction
entre l'endroit où vivaient les pauvres, et particulièrement ceux qui étaient discriminés, et ceux et celles qui subissaient de plein fouet les désastres écologiques. Et si je le dis comme ça, je le dis ouvertement, c'est la porte d'entrée, elle est petite, mais c'est celle-là que j'assume. Et je le dis d'autant plus facilement à Argenteuil, car Argenteuil c'est une ville où on consulte moins les médecins généralistes que partout ailleurs en France. Ici, c'est 2 consultations par an chez un médecin généraliste, la moyenne nationale c'est 4. On a la palme au niveau de la métropole française, de ce point de vue-là. Et si je le dis comme ça, c'est que les conséquences, vous imaginez bien, eh bien, sont énormes dès lors qu'on a affaire notamment à des polluants atmosphériques. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est comme ça que moi je le conjugue, mais d'autres camarades le conjuguent autrement dans notre liste, la question écologiste, je la prends essentiellement sous ce biais-là. Alors nous avons signé bien sûr ce pacte-là, et je voudrais mettre en exergue quelques propositions, je reviendrai sur les 4 minutes qui resteront après. L'une d'elles, pas la première, mais l'une d'elles, c'est évidemment de mettre en avant ce qu'on appelle les trames vertes, c'est-à-dire ces sortes de coulées vertes qui permettraient de relier les différents quartiers, mais surtout la possibilité pour tous les habitants et toutes les habitantes de vivre à proximité d'endroits où il y a du vert, mais pas pour faire du greenwashing, c'est simplement parce que du point de vue du bilan carbone, c'est extrêmement important. Et les polluants atmosphériques, on le sait bien, sont amortis et compris lorsqu'il y a des éléments, des arbres, de la verdure, tout autour, indépendamment des conditions psychologiques qu'on appelle dans le jargon un petit peu des écologistes, ce qu'on appelle dans leur jargon que moi j'ai découvert, les aménités environnementales différentes. Les aménités, c'est tout ce bien-être que peut dégager l'environnement dès lors qu'on y est plutôt bien placé. Donc, première chose, tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert et pas d'un petit jardin, d'un petit îlot verdâtre, mais véritablement d'un espace où on puisse respirer. Ça veut dire concrètement, direct, que nous nous opposons à tout projet de construction là où on voulait mettre un magasin Lidl, donc d'Orgemont, y compris préserver le terrain de l'îlot jardin Bayard-Joly, que moi personnellement je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je passe à côté parce qu'il y avait la station Total à côté, mais très concrètement, je ne savais même pas qu'on pouvait y avoir accès. Je ne sais toujours pas si on peut y avoir accès, mais c'est évident que ce jardin-là doit être préservé. Et troisième élément, parce que ça fait partie du décor, le fameux Cap Héloïse, que tout le monde voulait défoncer il y a quelques années, mais je ne rentre pas ici dans les polémiques à 2 balles. Il faut absolument, évidemment, préserver ça et discuter, bien sûr, collectivement de l'ensemble des grands projets. En lien avec ça, il y a un écueil qu'il faut éviter. Je le dis à tout le monde, tous ici. Oui, dans ma famille, on va là-bas, pas de problème. Oui, dans ma famille, il y a des gens qui sont même antispécistes, ça fait des débats autour de la table qui sont assez consistants. Et puis, il y a des végétariens, bref, et puis il y a des viandards. Mais le problème qu'on a à Argenteuil et partout ailleurs, c'est que la question écologique, elle est vécue parfois selon le porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un truc de bobo. Et ce que je voudrais dire, et j'y reviendrai après, il va falloir absolument démocratiser l'ensemble des orientations qu'on va vouloir donner ultérieurement. Merci. On écoute la liste d'Argenteuil en premier. Alors bonsoir à tout le monde et merci également donc, de cette invitation. Pour nous, il y a un problème. Pour nous, il est évident que le pacte pour la transition est quelque chose qui est, comment dire, au cœur de notre préoccupation. En effet, les mots ont un sens et transition, ça veut tout dire. Nous allons quitter un monde laxiste par rapport à la nature, par rapport au vivant, un monde productiviste, un monde où on connaissait l'agriculture intensive, vers un autre monde, un monde responsable, un monde conscient que la nature est en chacun de nous et que l'homme fait partie de cette nature, que la nature ne peut pas exister sans l'homme, la femme et l'homme ne peuvent exister qu'avec cette nature. Il y a un équilibre naturel. Et puis, nous savons également, et nous en sommes tout à fait conscients, que pour nous, le vivant, je dis le vivant, est au cœur même de cette nature. Donc, nous avons fait des choix. Le pacte était large. Nous avons fait le choix, dans les 32 points, de 5 points fondamentaux. Ces 5 points fondamentaux, c'est l'identité d'Argenteuil en commun. Ce sont des points en même temps qui font convergence ou bien des croisements, mais aussi ce sont des points qui sont porteurs pour nous de sens importants. Le premier point, c'est le droit et l'habitat. Nous les avons rejoints parce que le droit à un habitat digne, le droit à un habitat accessible à tout le monde, le droit d'avoir un toit pour tous et toutes, c'est, il me semble, un des droits fondamentaux
qui ne peut pas être écarté, même et surtout lorsque l'on parle de l'écologie sociale, de l'écologie et de la justice sociale et environnementale. C'est aussi la question des solidarités, c'est aussi la question de toute la démarche citoyenne qu'on retrouvera si, par exemple, nous avions des commissions tout à fait transparentes dans l'attribution de ces logements. Le deuxième point, pour nous, qui est fondamental, c'est la démocratie. La démocratie va avec nous service public. Pourquoi ? Parce que, et nous avons pensé d'ailleurs qu'il serait intéressant de mettre en place une constituante communale, avec des référendums citoyens, où chaque résident, quelle que soit sa nationalité, à partir de 16 ans, qu'il vit à Argenteuil, a le droit de s'exprimer et de dire exactement ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas dans les projets qu'on lui propose. Et puis, ça permettra aussi de dire à ces personnes, vous êtes responsable de votre ville. Donc si vous êtes responsable de votre ville, comme nous sommes tous responsables de notre ville, eh bien, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser pour les services publics, les postes qui ferment à Argenteuil. Nous mobiliser également pour qu'il y ait un véritable service humain dans les quartiers. Pas forcément les polices de proximité dont on nous a sortis pendant une époque, mais vraiment du service humain qui montre que l'être humain, l'humain, est au cœur de notre ville. Et puis, bien entendu, favoriser tout ce qui est le lien social. Pourquoi ? Parce que le lien social fait aussi partie de ce que j'appelle l'écologie sociale. Le troisième point, c'est bien sûr la question de l'économie de la consommation. Les achats publics doivent être responsables. On doit arrêter avec ces grands projets de grandes surfaces. Les grandes surfaces comme le projet Lidl dont on a parlé tout à l'heure, ou bien le projet Héloïse, il faut arrêter avec tout ça. Nous avons besoin de commerce de proximité. Nous avons besoin de commerce qui montre que l'humain est au cœur de sa production et de sa consommation. De surfaces qui mettent au cœur de son projet lui-même le circuit court, par exemple. Le circuit court, c'est-à-dire également tout ce qui concerne le retour au juste prix pour les maraîchers. Et puis, pour terminer, bien sûr, l'interdiction de tout ce qui est urbanisation. Alors, il y aura d'autres points que tout à l'heure nous pourrons aborder également, mais je pense qu'il est absolument important pour nous de garder dans notre esprit que l'écologie va avec le social et ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Merci. Alors bonsoir, je m'appelle Wilfried Fortin. J'ai l'honneur avec mes collègues colistiers de représenter donc Argenteuil en Cœur Olivia Fillette, qui est désolée de ne pas pouvoir être ici. Elle avait d'autres engagements depuis de longue date. Nous sommes tous concernés. Alors, je tiens à vous dire que d'abord, pour nous, l'écologie n'est ni une mode, ni un concept. Elle est une nécessité. Nous devons agir vite et efficacement pour réduire notre empreinte carbone et permettre ainsi à nos enfants de continuer à vivre dans un monde propre. Nous nous opposons au bétonnage intensif et nous introduirons une véritable démocratie participative dans tous les choix structurants de la ville. L'écologie est numéro 1 dans notre programme, je tiens à le dire. Alors, en quelques mots, nos propositions pour qu'Argenteuil devienne une référence en termes d'écologie. Favoriser l'émergence de poumons verts dans chaque quartier. Préserver et renforcer notre patrimoine écologique déjà riche. Développer des forêts urbaines. Bâtir un plan de circulation piéton et deux roues. Développer les pistes cyclables au sein d'un projet structuré et réaliste. Favoriser les mobilités douces. Créer des promenades et parcours sportifs. Faire de chaque école un lieu écologique exemplaire. L'écologie, ça commence dès l'école. Développer des jardins participatifs et partagés. Aménager les berges de Seine, on en parle depuis des décennies. Tout en préservant le patrimoine écologique pour en faire un lieu de promenade pédestre et cyclable apaisant. Réhabiliter et moderniser 5 parcs de la ville. Le parc des Cerisiers, les buttes des Châtaigniers, la butte d'Orgemont, le parc des Berges et le parc des Champions, qui est en fait le parc des Marais.
Prévoir des espaces de jeu pour les enfants, ajouter des zones ombragées, créer des parcs câlins, veiller à la propreté et à la tranquillité de ces lieux de détente et de loisirs. Mettre en place un budget participatif éco-citoyen pour favoriser l'écologie urbaine et le développement durable. Créer une délégation à part entière au sein du conseil municipal dédié au développement durable. Piloter un plan de performance énergétique dans tous les domaines municipaux après la réalisation d'un audit énergétique complet. Suivre la cohérence des projets avec les objectifs environnementaux à l'horizon 2030. Accompagner toutes les initiatives relatives à la défense et à la protection animale sans s'engager sur des projets d'urbanisme bas carbone. Accélérer le développement des transports en commun propres. Exiger les labels d'excellence écologique pour les nouvelles constructions. Merci pour l'écoute. Merci. Merci. Tout d'abord, je me présente Jean-François Ploteau pour ceux qui ne me connaissent pas. Je représente la liste Vivre-Argenteuil en l'absence de M. Mautron qui effectivement avait ce soir de nouveau une obligation qu'il ne pouvait pas reporter. Donc la première chose, effectivement, merci de nous avoir invités à présenter nos propositions. Tout simplement pour vous dire que le programme de notre équipe mentionne déjà un certain nombre de sujets ou de projets qui vont clairement dans le sens du pacte qui nous est proposé, pas que je sois trop proche manifestement, et je vais parler de choses qui ne sont pas que des choses de l'avenir, mais des choses qui sont déjà des sujets du présent. Alors j'ai choisi de mentionner un certain nombre de sujets qui vont dans le sens des thèmes du pacte. Nous avons sélectionné une dizaine, je ne vais pas revenir sur ces thèmes, mais plutôt parler d'un certain nombre de sujets, vous verrez qu'ils se rapportent à ces thèmes du pacte. Alors la première chose qui est effectivement l'agriculture. L'agriculture, nous avons la chance, vous l'avez déjà entendu, d'avoir un terrain qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle la plaine d'Argenteuil. Nous avons déjà lancé, mais nous avons bien l'intention de continuer, nous avons déjà lancé la possibilité de rendre cette plaine à l'agriculture avec un certain nombre de sujets qui seront la possibilité de lancer du maraîchage bio, d'avoir non seulement de la culture, mais aussi des espaces permettant aux habitants de se réapproprier cette plaine par des chemins de balade, avec aussi la possibilité d'avoir quelque chose qui pourrait ressembler à une ferme éducative. Ça fait partie des projets, et tout ça avec le soutien très fort du territoire Boucle Nord de Seine, qui ne peut pas se faire tout seul, juste la ville, mais qui se fait aussi avec nos voisins. L'agriculture a la possibilité d'aussi alimenter bien évidemment la caisse des écoles qui gère la cuisine centrale, mais aussi des marchés locaux comme le marché de la colonie, qui est déjà un marché que nous avons aidé à grandir dans le domaine de l'alimentation plus locale avec des circuits courts. Deuxième axe qui nous semble important, l'axe des déplacements, avec un plan vélo qui a été annoncé, qui est lancé et qui va devoir se déployer dans les années qui viennent pour rendre la vie des cyclistes plus agréable dans la ville. On sait tous que c'est pas super génial, et c'est pas moi qui vais le contredire, puisque depuis un certain temps je me déplace aussi en vélo, avec une charte des espaces urbains qui a été lancée avec comme objectif annexe de déminéraliser la ville et aussi de traduire une plus grande place accordée aux circulations douces en modifiant la façon de rénover les rues, en changeant complètement le mode de déplacement dans certaines rues, puisqu'on est en train de travailler sur des rues et on continuera à travailler sur des rues. Je ne rêve pas, il tombe. En continuant à travailler sur des rues où on aura des espaces partagés pour que la circulation soit donnée prioritairement aux circulations douces et plus plus aux voitures comme c'est le cas actuellement. Le but général étant d'avoir un apaisement de la circulation en excluant de pratiquement tous les quartiers, notamment les poids lourds. Enfin, bien évidemment, sur les déplacements, on continuera à travailler sur le TCSP, le fameux bus en site propre qui nous permettra de rejoindre depuis le pont de Bezons la gare d'Argenteuil avec un temps de trajet qui sera garanti, ce qui n'est pas le cas actuellement. Autre point qui nous semble très important, qui est la gestion des déchets.
La gestion des déchets, elle entraîne quelque chose dans cette ville qui est le fait de travailler avec un syndicat qui s'appelle le syndicat Azur et qui nous a permis d'étendre le réseau de chauffage urbain, qui est une façon d'améliorer la résilience de la ville vers le quartier Val-Notre-Dame et vers Besançon, qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, et ce qui nous permet de gérer au mieux les déchets et d'avoir des déchets qui ne sont pas des déchets sans but, mais des déchets qui permettent de chauffer une partie de la ville. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à produire des déchets. Et pour terminer, sur les déchets, il est prévu d'avoir une charte éco-responsable pour les événements municipaux associatifs pour travailler en mode zéro déchet sur tous ces événements. Merci beaucoup. Oui, alors dans un premier temps, j'ai évoqué comment le capitalisme mettait des obstacles continuels à la réalisation de tous nos espoirs. C'est vrai que dans un deuxième temps, j'aborderai tout de même ce qu'il est possible de faire, malgré cette réalité qui dépasse largement les réalités locales. On parle par exemple de la trame verte, incontestablement. On est au cœur de la situation argenteuillaise. On avait un reste de trame verte dans ce qu'on appelait l'île Héloïse. Et effectivement, le projet Cap Héloïse, est un projet monstrueux contre la perspective de garder des espaces pas complètement construits. Et nous avons été de ce combat et nous y sommes encore, et je crois qu'aujourd'hui c'est une priorité. Alors recréer des réseaux collectifs comme c'est évoqué dans un certain nombre de points, incontestablement, oui, c'est un problème. Et qui est un problème très important à Argenteuil, et qui est un problème social. Les réseaux collectifs se sont effondrés dans les quartiers populaires. Ils subsistent dans certains milieux auxquels moi-même j'appartiens, mais dans les profondeurs du monde du travail, ce qui faisait aujourd'hui la dynamique sociale et de culture, de réflexion sociale et politique avec l'effondrement du Parti communiste, cette disparition aujourd'hui est catastrophique. Alors bien sûr, ça serait un objectif qui engage également ce qu'on appelle la démocratie locale. Pour ma part, l'émancipation de la population effectivement sera l'œuvre des habitants eux-mêmes. Cela dit, affirmer cette perspective et la réaliser, c'est tout un problème. Et c'est vrai qu'une municipalité du monde du travail, elle s'attacherait fondamentalement à cet objectif, mais en voyant aujourd'hui toutes les difficultés. Et c'est pour ça qu'on en fait un point essentiel de notre objectif. Et puis, la vie associative locale. Accepter la démolition de la salle des fêtes Jean Villard. Ça aussi, ça n'exige pas des dépenses extraordinaires, de s'opposer au capitalisme, simplement de défendre une réalité. Et une réalité, quand on voit que cette salle a été abandonnée par les municipalités successives, alors qu'elle a un rôle central dans la vie associative locale, bien sûr que ça serait une réalité. Et deux premières mesures d'une municipalité ouvrière, ça serait abandon du projet Cap Héloïse et puis rénovation ou reconstruction d'une salle publique municipale associative. Il me reste encore du temps ? 52 secondes. Alors vous voyez, c'est là où nous on fait la part entre un programme qui relève de bien des mobilisations qui dépassent et de bien des données qui dépassent la réalité locale, et puis un certain nombre de choses d'évidence au niveau des dépenses. Par exemple, le fait des indemnités. Aucune indemnité municipale pour quelqu'un qui a un revenu. Bien sûr, s'il prend dans ses activités municipales au prorata du temps qu'il perd, là, il y a possibilité d'une indemnité. Mais un retraité, par bénévolat, par engagement, il a choisi d'être représentant, il n'y a aucune raison qu'il y ait une indemnité. C'est des petites choses comme cela qui, au-delà du cadre du possible et de l'extraordinaire, peuvent être réalisées localement.
Merci beaucoup. Merci. Bien, donc dans les 4 minutes, 2 sujets. L'extension du chauffage urbain, puisque nous avons, entre guillemets, la chance d'avoir une usine d'incinération qui est en surcapacité d'une certaine façon, et donc qui permet de chauffer et de faire à la fois de l'écologie et du social. Donc nous l'avions étendu à partir de sa base du Val-Nord sur le Val-Sud, le Centre-Île et le Val-Notre-Dame, et donc nous souhaitons qu'elle puisse être étendue. Ça permet au Val-Notre-Dame et sur tout le bas de la ville d'Argenteuil, puisque à chaque fois que ça a été fait, notamment au Val-Sud, on a eu à la fois de l'économie d'énergie, moins de consommation de fioul ou de gaz, et en même temps une diminution des factures de chauffage pour tous ses habitants. Sachant que ce que nous avons aussi installé, c'est une chaufferie au bois AGE Curie, qui ne pouvait pas être connectée au réseau de chauffage urbain, qui est chauffé, ce bois, c'est les résidus de bois qui viennent uniquement de la région Île-de-France. Deuxième aspect, la lutte contre la précarité énergétique. Nous avions engagé un grand programme financé par la région pour isoler le maximum de logements. Ça a été fait sur le Val d'Argent, ce qui était le deuxième programme en Île-de-France après la ville de Paris. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il y a toute une série de dispositifs législatifs et régionaux pour continuer cette lutte contre ces passoires thermiques qui aujourd'hui existent beaucoup trop sur Argenteuil et qui posent aussi des problèmes financiers aux classes populaires. Deuxième sujet, la question des mobilités. Alors on s'est engagé à travers un échange avec l'association Mieux se développer à bicyclette sur tout un plan vélo. J'y reviens pas, si vous souhaitez je répondrai à ces questions. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai sujet sur les transports en commun. Nous avons la chance que les Argenteuilais qui vont travailler sur Paris puissent utiliser le train, qui est la ligne J, qui est modernisée, la gare Saint-Lazare est en cours de modernisation, les voies sont en cours de modernisation, mais pour tous les Argenteuilais qui ont à travailler autour du pôle défense, eh bien, se connecter au pont de Beson qui nous amène au tram à 12 minutes de la Défense, aujourd'hui, eh bien, les moyens de transport en commun sont extrêmement difficiles. Le 272 met au mieux 35 minutes quand tout va bien, dans la pratique 1 heure, et j'ai encore eu récemment un exemple de gens qui ont lâché le 272 pour reprendre leur voiture, parce que de toute façon, où ils finissaient à pied à 1 km du pont de Beson. Donc nous, il nous faut absolument cette connexion, sachant qu'il n'y a que 5 km 5. Donc, je pense que malheureusement, je ne vais pas m'étendre là maintenant, la phase du tramway est derrière nous. Aujourd'hui, on nous parle d'un TCSP, c'est-à-dire un bus à haute qualité de service, en 2028, alors que le premier coup de pelle n'est pas encore mis. Je vais autant vous dire qu'avant qu'on voie un bus à haute qualité de service, il va se passer du temps. Donc nous, on propose 4 solutions alternatives. Un bus sur la voie sur berge, les navettes autonomes comme ils sont en train d'être testés à Vincennes et bientôt à Paris, le bateau-bus qui fonctionne sur Paris où là on a 5 km 5 entre le pont d'Argenteuil et le pont de Beson, et le téléphérique, puisque aujourd'hui il y a 10 projets téléphériques en Île-de-France, 10 en Île-de-France, sur le modèle de celui de Brest qui passe au-dessus d'un bras de mer et qui est plein ouest. Donc ça c'est pour nous un des gros enjeux. Deuxième enjeu, 1 an après les élections municipales, il y a des élections régionales, et la question de la gratuité des transports en commun nous paraît absolument centrale. J'invite tout le monde à lire attentivement ce qui se passe à Dunkerque, l'expérience de la métropole de Dunkerque. Les maires de Dunkerque sont autorités organisatrices des transports, donc ils font ce qu'ils veulent dans leur ville. Quand vous êtes maire d'Argenteuil, vous n'êtes pas autorité organisatrice des transports, c'est Île-de-France Mobilité qui a ce pouvoir à votre place. Et donc nous souhaitons absolument que l'expérience de Dunkerque puisse être reproduite en Île-de-France. Je vous invite également à regarder attentivement ce que le Luxembourg est en train de faire. Ce pays est en train de décider de basculer l'ensemble de ces transports en commun gratuitement pour justement qu'il y ait une différence majeure financière entre le coût de prendre sa voiture et la possibilité d'utiliser les transports en commun. Voilà, et pour conclure, on a signé le pacte pour la transition écologique, sachant qu'on a mis 10 propositions, mais on aurait pu en valider beaucoup d'autres. Je vous remercie. Bonsoir. J'aimerais remercier les associations, les organisateurs et les têtes de liste, enfin ceux qui sont là, d'être présents ce soir. Mais il y a un aspect négatif, je trouve, que je retrouve dans cette salle, c'est que il y a un problème pour moi dans cette salle,
c'est sur le fait que la réunion soit publique ou pas, on peut en débattre, on va pas en débattre, mais sur c'est-à-dire la représentativité de la ville d'Argenteuil, tant dans sa diversité culturelle que dans de ses générations, que je ne retrouve pas dans cette salle d'ailleurs. Mais bon, c'est pas la priorité de la réunion. Alors, je me présente, je m'appelle Djibril, j'ai 16 ans, je suis lycéen en première, au lycée Georges Braque à Argenteuil. Je suis engagé, je milite depuis pas mal de temps maintenant pour la convergence des luttes, tant que ce soit pour la justice sociale, environnementale et démocratique, chaque samedi, chaque jour, voilà. Pour ce qui est du pacte de transition, la tête de liste a rappelé que le pacte de transition n'avait pas été signé, pas pour une question, ce n'est pas une question de désaccord, tous les points étaient excellents, mais pour nous semblait, c'était pas à nous de signer ce pacte, puisque je veux dire, les personnes qui sont assises là ne sont que les représentants des Argenteuillais. Et je pense que c'est dommage de mettre ce pacte dans les mains des têtes de liste et de blâmer les Argenteuillais de ce fait. De plus, dans cette liste, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est le grand plan Stop Violence. Les violences du quotidien, c'est-à-dire des femmes, des enfants ou des hommes qui sont subis, c'est-à-dire qu'elles soient sociales ou économiques, les discriminations de tous les jours, voilà, au travail, la précarité, machin, et compagnie. On va pas faire l'étoffe parce que c'est long. De plus, un grand plan aussi jeunesse citoyenne, comme par exemple une mesure de notre programme, la décentralisation des conseils municipaux, qui ne soient pas que dans le centre-ville, pour que la plupart des jeunes et la plupart des gens, des Argenteuillais, participent aux conseils municipaux. Voilà. C'est pour le mot de la fin, je ne vais pas faire 4 minutes, je ne suis pas dans les normes, malheureusement. Pour vous dire qu'à 16 ans, ce qu'on a le droit, c'est on peut aller en prison à 16 ans. On ne peut pas être sur une liste électorale, mais bon, c'est le système, c'est comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous allons, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors moi je suis ravi d'entendre qu'il y a ici des très belles propositions et en réalité elles ne sont pas contradictoires les unes des autres. Par exemple le plan vélo, c'est juste magnifique, ça fait un petit moment qu'on l'attend, mais juste quand même, on a des rapports qui nous disent que Argenteuil étant que de peloton, excusez le jeu de mots, sur la question du vélo, juste ça, à l'échelle de la région Île-de-France. Donc c'est très bien qu'on se réveille tout d'un coup avec son vélo à la tête, dans la tête et puis que ça bouline là-haut, mais concrètement ça devient une urgence en effet. Sauf qu'encore une fois, quand on dit plan vélo, c'est toujours pareil. Qui peut faire du vélo? Alors bien sûr il faut des pistes cyclables, mais nous on fait partie de ceux et celles qui par exemple proposons au détour de projets dans les établissements scolaires, et bien que des élèves de lycée ou de collège par exemple, eh bien, puissent avoir droit à un vélo si leur projet est retenu, etc. Voilà par exemple comment est-ce qu'on peut faire de l'écologie qui puisse être conjuguée localement à ceux et celles qui sont exclus d'un certain nombre de secteurs. Je reviens sur un autre élément toujours en lien avec cette problématique-là. Bien évidemment, la map c'est ma vue magnifique, mais ce serait encore plus beau si ça devenait démocratique et massif. Et pour que ça le devienne, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Un exemple. On nous parle de la fameuse plaine qu'il faut absolument donner aux maraîchers aujourd'hui. Juste une question. Aussi bien à gauche qu'à droite, ça fait un paquet d'années que cette plaine-là existe. On s'étonne simplement que ça n'ait pas été cultivé un petit peu plus tôt. Mais peu importe, c'est pas grave. Arrêtons les polémiques à deux balles. Mieux vaut tard que jamais. Que des agriculteurs et des agricultrices s'y mettent. Très bien. Encore faut-il, nous semble-t-il, que les 56 écoles d'Argenteuil puissent aussi mettre leur grappin dessus. Pour qu'il y ait une sensibilisation très jeunes de ceux et celles qui comprennent, qui peuvent comprendre comment est-ce qu'on fait pour bien se nourrir
dans cette ville-là. Et ce sont les meilleurs vecteurs pour ramener ça ensuite à table le soir quand on se retrouve à dîner en famille. Et ce sont ces élèves-là qui parleront de la MAP, des circuits courts, du bouffet bio, et d'autant plus facilement d'ailleurs que nous proposons que les repas végétariens soient présents dans toutes les cantines scolaires du premier degré évidemment, puisque c'est du ressort des municipalités. Alors qu'on s'entende bien, nous on n'appelle pas ça des repas de substitution, parce qu'en vérité peut-être qu'ils devraient devenir un repas de substitution demain, c'est ce que sont les repas carnés. Voilà, la priorité c'est de donner du bio et du végétarien à ceux et celles qui fréquentent les cantines. Ça fait partie des choses que nous allons évidemment mettre en avant avec, bien sûr, les circuits courts, tout ce qui a été dit, donc je ne reviens pas là-dessus, tout ça est fondamental. Un point qui nous semble aussi très important, c'est la fameuse transition écologique. Comment est-ce qu'on l'a fait conjuguer à l'échelle d'Argenteuil? Et ce qui nous semble aussi important là-dessus, ce serait bien, Dassault a disparu. Au lycée Jean Jaurès, il y avait des BTS, chaudronnerie, etc. Eh bien, il serait peut-être temps de faire exploser le secteur STI 2D avec tout ce qui relèverait des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y ait sur Argenteuil, alors qu'on parle d'un 5e lycée à créer, qu'on réfléchit dans le bassin de formation, qu'il y ait un secteur qui se préoccupe et qui s'occupe de la formation des jeunes et des moins jeunes vers ce type de secteur d'activité-là, puisque ça répondrait à une demande nationale, pour ne pas dire davantage. Et enfin, un dernier point concernant les transports, et ce sera ma conclusion sur le temps qui me restera ensuite. Les transports, c'est évident que pouvoir accéder à Besançon, parce que la défense, très bien, tout ce qu'on veut, le téléphérique, on n'y avait pas pensé, mais c'est une bonne idée, j'ai même appris que ça coûtait pas si cher que ça. C'est magnifique, il n'y a strictement aucun problème de ce point de vue-là. Juste, ajouter à cela le fait que le tramway T11 puisse ne pas s'arrêter à Épinay, mais puisse poursuivre son joli chemin, par exemple, en regroupant les voies ferrées aussi à certains endroits pour dégager un petit peu de foncier que la SNCF va finir par nous lâcher, j'espère, à un moment donné, pour qu'on puisse notamment faire des espaces verts. Et ce qui est vrai là-dessus, c'est vrai de manière générale sur l'ensemble des bus, qu'il y ait des voies dédiées avec des feux, vous savez, qui puissent passer facilement au vert dès que le bus arrive, ce qui aussi, de ce point de vue-là, du point de vue du bilan carbone, serait juste magnifique. Et enfin, voilà. Ah, bah attends, deux conclusions, alors c'est juste ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est sur des échéances électorales de l'ordre de 5 ans, sauf que les programmes écologiques, c'est évidemment sur des temps longs. Donc, on puisse mettre en place à Argenteuil une maison du climat et de la transition, dans laquelle tout le monde pourrait se retrouver et faire, et je le propose, et c'est vraiment ma conclusion, que cette maison ait des moyens financiers, qu'il y ait une délégation au niveau de la municipalité, et qu'il puisse y avoir des réunions d'appartements après les élections, ça fait un peu bizarre, où ceux et celles qui sont dans cette maison-là iraient voir les différents habitants et habitantes des quartiers pour parler de la précarité énergétique, comment faire des économies, etc. Merci. Merci. Oui, donc Pascal Bertolini. Je vais présenter quelques mesures là, que l'on propose à Argenteuil en commun. Avant ça, pour les remettre en perspective, je rappelle qu'il y a des enjeux municipaux, mais il y a aussi des enjeux nationaux, des enjeux planétaires avec l'urgence climatique et la lutte contre le réchauffement climatique qui va nous demander de faire effectivement rapidement de gros efforts. De gros efforts, effectivement, une mairie peut le faire, ces efforts, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre ses mains, le transport, l'isolation des bâtiments. Je vais développer un petit peu tout ça. Alors, justement, le transport, c'est réduire les émissions de gaz carbonique, en particulier de la place de la circulation automobile. Comment y arriver sans que ça soit aussi une contrainte, sans qu'on interdise aux gens de faire des choses, de rouler, c'est modifier les comportements. Donc favoriser tout ce qui est la marche à pied d'abord, favoriser le vélo, développer les transports en commun. Et développer les transports en commun est une des façons aussi associées qui rejoint les thèmes sociaux, c'est les rendre gratuits pour les déplacements à l'intérieur d'Argenteuil. Et enfin le plan vélo, j'en ai parlé, oui. Donc c'est ça qui permet donc de déplacer les choses. Donc pour reprendre par exemple la gratuité, on l'a présenté précédemment, c'est vrai qu'il doit y avoir au moins une quarantaine de villes en France où les transports en commun sont gratuits à l'intérieur de la ville.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Et c'est vrai que en Ile-de-France, c'est plus compliqué parce qu'il y a un grand nombre d'organismes qui gèrent ça et c'est essentiellement régional. Mais ça ne nous empêche pas de commencer à négocier avec eux, voir ce qu'on peut faire le plus rapidement possible. Avec ça, effectivement, les transports en commun, il faut aussi qu'il y ait des transports qui permettent de se déplacer de l'intérieur des quartiers, hein, c'est-à-dire aussi faire des navettes qui puissent aller à l'intérieur des quartiers vers le centre-ville. C'est aussi un point important pour éviter, aujourd'hui on a beaucoup de bus, hein, il y a un bon réseau à Argenteuil, mais qui est sur les grands axes uniquement. Hein, pour pouvoir trouver une nouvelle clientèle qui se reporte sur les transports en commun, il faut développer aussi ces bus de quartier. Il faut développer le vélo, on en a déjà parlé. Effectivement, il y a l'important, c'est qu'il y ait une continuité des pistes cyclables de façon à ce qu'effectivement ça ne soit pas du sport réservé aux gens les plus inconscients d'aller faire du vélo dans les axes là où il y a des voitures partout. Il y a effectivement stationner les vélos, donc c'est mettre des arceaux, c'est aménager aussi les feux rouges pour que les vélos puissent s'arrêter, et c'est aussi favoriser le vélo. Ça passe par aussi des associations qui vont aider, comme les vélos sauvages par exemple, qui vont aider les gens à réparer les vélos et à avoir leur vélo. Bon, je vais m'arrêter là. Effectivement, il y a aussi d'autres mesures, mais elles sont présentées dans notre programme. Merci. On parlait effectivement du plan vélo, et monsieur Sauty, vous avez raison. On va parler de la part modale du vélo, c'est-à-dire que sur 100 déplacements, combien effectivement de déplacements en vélo sont faits? La moyenne nationale, c'est 3%. Chez nous, on est avant-dernier, c'est 0,9%. On voit la marge qui reste à faire, on a beaucoup à faire. Nous avions choisi 12 points sur la liste des 32, donc ça va être difficile, je vais essayer de faire synthétique. En premier lieu, je vais parler effectivement des appels d'offres. Tous les appels d'offres devront inclure la dimension environnementale, et donc, le cas échéant, nous reverrons toutes les délégations de services publics. Adopter en délibération au conseil municipal définissant un plan pour les achats responsables. Premièrement, adopter un schéma de commande publique responsable, organiser régulièrement des actions de communication et formation sur les achats publics responsables auprès des élus, des agents et des acteurs économiques du territoire. Créer un espace de ressources facilitant l'accès des entreprises à commande publique, en leur permettant notamment d'avoir une visibilité sur les futurs achats de la commune. Il n'y a pas de petits gestes, mais des gestes qui concourent à changer le mode de fonctionnement. Nous souhaitons aussi mettre en place un concept qu'on appelle le Smart City, la ville intelligente, afin de remettre au centre des préoccupations les finalités de l'action publique locale et l'innovation sociale, plutôt de considérer que le progrès technologique pourra seul répondre aux enjeux. Argenteuil doit être à l'écoute des citoyens et des acteurs socio-économiques via un renforcement de la participation citoyenne et l'ouverture des gouvernances territoriales. Le but étant d'améliorer l'adéquation des projets aux besoins. Il s'agit là de mobiliser l'intelligence collective des territoires dans une approche globale et non plus sectorielle. Un autre point sur la structuration des filières paysannes, bio et locales. Il s'agit pour Argenteuil de favoriser la transition agricole vers des modes de production durables en facilitant la rencontre entre des agriculteurs biologiques ou en phase de transition. Et la demande en produits bio toujours plus grande. Il faut sortir des logiques de concurrence pour se concentrer sur des logiques coopératives. Notre commune peut aider à la structuration de filières, du producteur au consommateur, en passant par la transformation et la distribution,
Comment? En favorisant, en aidant les associations, par exemple, pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne. Nous soutenons le projet de l'EPT de créer 40 hectares de terres maraîchères, afin de laisser la possibilité aux habitants de s'investir dans des projets agricoles. Créer par exemple une couveuse pour accompagner l'installation de maraîchers et enseigner ce métier. L'objectif est de permettre aux habitants de l'EPT de consommer localement. Ces fruits et légumes pourraient ainsi aller aux cantines scolaires, aux marchés ou aux AMAP, qui vendent chaque semaine des paniers de fruits et légumes. Mettre en place un cahier des charges strict avec obligation de produire des produits bio, ce qui n'apparaît pas d'ailleurs obligatoire dans le projet initial. Définir un projet économique viable afin de mutualiser les structures pour le maraîchage, en mettant en place une coopérative. Nous voulons tendre vers le 100% bio et local, ce qui est un défi en soi. Voilà, je vais m'arrêter. Très bien. Donc, je vais maintenant vous parler d'urbanisme et d'espace vert, en insistant sur des projets qui, pour certains, ont déjà eu lieu, mais qui nous permettent de dégager des marges et aussi de consommer moins d'énergie. Donc, premier projet qui a eu lieu, et que vous avez certainement remarqué, le fait d'avoir entamé une grande rénovation de l'éclairage urbain, ça a un certain nombre de conséquences. Ça n'est pas fini, ça continuera bien évidemment. C'est un certain nombre de conséquences. La première, c'est de moins consommer d'énergie. Et on sait tous très bien que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc moins on consomme d'énergie, plus on est vertueux sur ce sujet. La deuxième conséquence, c'est d'entraîner des économies financières. Et les économies financières, on peut les réinvestir dans des projets plus intéressants que simplement de dépenser de l'énergie pour éclairer les rues. La troisième conséquence, c'est de mieux éclairer. Qui dit mieux éclairer veut dire éclairer moins et éclairer de façon plus intelligente, à savoir mieux protéger notamment des espèces qui ont besoin d'avoir moins de lumière pour vivre correctement. Donc ça, c'était un exemple. Autre exemple d'amélioration de l'urbanisme, on parle beaucoup de rénovation, il y a des rénovations en cours, il y aura encore la possibilité de poursuivre les rénovations thermiques dans les bâtiments de logement collectif, mais bien sûr d'encourager et de mettre en place ce qu'il faut pour que les propriétaires privés puissent engager leur rénovation thermique, puisque c'est effectivement un sujet très important sur la ville. On va trouver aussi la possibilité d'augmenter la résilience de la ville au pic de chaleur, et notamment par la plantation d'un maximum d'arbres. On est parti sur un slogan « Un jour un arbre », le but étant de trouver toutes les possibilités pour planter des arbres, et une de ces possibilités sera désimperméabiliser les cours d'école, puisqu'aujourd'hui on sait que l'éducation nationale a tendance à vouloir des écoles très imperméables, ce qui est un vrai sujet d'amélioration, et ça permet de diminuer les pics de chaleur aussi, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le but est aussi d'imposer une charte verte aux promoteurs immobiliers, aux constructeurs, pour nous permettre de conserver au maximum du patrimoine vert ou d'en créer, de renaturer les entrées de ville qui ont bien besoin d'être améliorées, le but étant de marquer l'entrée de ville comme une ville où le cadre de vie et le vert sont des points importants. Enfin, continuer le réaménagement de la plataneraie, c'est quelque chose qui démarre aujourd'hui. Nous avons besoin de réapproprier cette zone verte de la ville et qui est considérée comme une première étape de la transformation de la RD 311 en boulevard urbain qui nous permettra de nous réapproprier la Seine à terme. Enfin, dernier point que je voudrais mentionner, qui est le rôle de l'administration dans cette transition. Aujourd'hui, c'est déjà démarré, mais le but, c'est de déployer un maximum de véhicules électriques pour tous les usages. Et quand je dis véhicules électriques, c'est pas exactement des véhicules à 4 roues, ce sont aussi des vélos à assistance électrique, puisqu'il y a une flotte qui démarrera pour que les personnes qui travaillent dans les différents services puissent se déplacer entre les services sans avoir besoin obligatoirement d'emprunter un véhicule à 4 roues. Le vélo peut suffire dans beaucoup de cas. Et enfin, nous avons un projet qui est de réduire de 30% l'empreinte carbone des services de la ville dans tous les sujets, notamment rénovation énergétique des bâtiments et utilisation de matériaux les plus écologiques possibles dans les constructions nouvelles. On a déjà testé ceci, ça fonctionne très bien, avec un grand projet qui a démarré à la dernière rentrée, qui était le groupe scolaire Simone Veil, qui a la chance d'être super bien labellisé, puisqu'il est, si je ne dis pas de bêtises,
E3, C1 pour ceux qui connaissent le nouveau système de classification des bâtiments. J'appartiens à un courant communiste révolutionnaire, trotskiste, et le courant marxiste depuis le 19e siècle, sur la base de la tradition du mouvement socialiste, les utopistes et autres. L'avenir de la planète, c'est le cœur de son activité. Et donc, dans toute notre activité politique, qui est une activité de prise de conscience, de faire partager des idées, de culture, eh bien, alors, dans une vision globale d'analyse du développement historique et du point présent avec toutes ces exigences actuelles, eh bien, c'est au cœur de notre activité. Et j'invite, là vous aurez dans quelques mois la possibilité de venir à la fête de lutte ouvrière, de voir comment ça se concrétise, cette volonté de vulgariser et de faire partager. Par ailleurs, je crois qu'Argenteuil, lutte ouvrière, est le champion de l'information sur l'urgence sur tous les plans, qui est l'urgence sociale, climatique, à l'échelle planétaire, et le champion pour faire partager cette affaire-là. Tous les jours, notre blog Hello Argenteuil, tous les jours, qu'il vente ou qu'il neige, il y a 5 brèves. Il y a des brèves locales très politiques sur notre programme, sur ce qu'on pense sur tout un tas de sujets, mais il y a des brèves régulières, eh bien, sur la situation du monde, la politique et les moyens mis par les grands groupes industriels pour polluer notre planète et pour lui préparer un avenir d'enfer. Ça s'appelle le blog Hello Argenteuil. Bien, sur la plaine d'Ardival, j'ai répondu tout à l'heure, c'est dans le cadre de la plaine d'Ardival, c'est dans le cadre de la plaine d'Argenteuil. La plaine d'Ardival, c'est un bout de la plaine d'Argenteuil. Sur le conseil, l'objectif, y compris par rapport à la question précédente de sensibilisation, il faut élargir, il faut rassembler, il faut mettre une dynamique. Cette mutation qui est une mutation culturelle profonde, c'est pas 2 personnes dans un bureau qui décident de ça, la ville peut porter, mais cette mutation-là, on peut porter des choses sur l'aspect de gaspillage alimentaire, de gaspillage de l'eau, de donner des exemples. Voilà, donc, mais plus il y a de gens, d'associations et de citoyens qui se mettront dedans, mieux ce sera. Donc il peut y avoir à la fois des élus, des représentants des associations et un certain nombre de citoyens tirés au sort dans tous ceux qui porteront un intérêt. Sur les grands projets, ils sont avec moi, donc on a l'opposition absolue au projet du Lidl sur la butte d'Orgemont. On a accompagné les riverains contre le projet Sagem, de reconstruction de plusieurs centaines de logements sur l'ex-site Sagem. On porte la bataille sur la friche Balzac de 330 logements, donc, dont le permis vient d'être signé, sur lequel on va s'opposer très clairement, parce que le Val-Sud étant le quartier le plus dense de la ville, ça nous paraît pour le coup complètement dément. Et puis sur le projet Capelloïs, on a pris un engagement d'une votation citoyenne comme font les Suisses. Le même jour, il y a 8-9 questions, à la fois sur un sujet central. Je ne vais pas développer parce qu'il y avait beaucoup de choses sur la reconquête des berges. On avait présenté un projet en 2010 où le département s'est opposé, donc on a besoin que les citoyens d'Argenteuil se mobilisent pour qu'on puisse faire transformer, alors qu'on a ça partout, on est la dernière ville à avoir une voie rapide en surcapacité en Ile-de-France, un vote sur cette question-là, un vote sur la question des logements qui sont à cet endroit-là, du centre commercial, de multiplex, de la salle de spectacle. Voilà, il y aura 7-8 questions sur lesquelles les Argenteuilais détermineront à chaque fois, question par question, et à la fin on en tirera les conséquences sur ce projet. Voilà, donc, et puis également on mettra à plat la question de ce qui a été évoqué tout à l'heure, de l'ancienne station Total, où là en fait il y a 2 projets immobiliers connexes
Il y en a un sur la station Total et un juste à côté sur la rue Montesquieu. Et là aussi, ça nous paraît beaucoup trop dense, même si ce parc n'appartient pas à la ville, mais à la Croix-Rouge. Je vous remercie. Les 4 grands projets qu'on avait, c'est donc il y avait 2 projets dont on a parlé de Djibril qui sont jeunesse citoyenne et violence. Puisque c'est là on parle beaucoup d'écologie, mais si j'ai bien compris c'est un pacte écologie sociale et démocratique, et pour nous c'est de là que tout part, et en fait à notre sens on ne fait pas le reste si on n'a pas commencé par la démocratie. Et donc parmi les 2 autres pactes qu'il y a, donc Sarah qui a parlé du pacte isolation, comme disait une personne de l'équipe de Monsieur Motron, dès qu'on va arrêter de dépenser quelque chose, eh ben, on va commencer à pouvoir réfléchir autrement. Et donc nous, notre vision, c'est d'essayer de partir du quotidien, du concret, pour essayer de mettre en œuvre des mesures réelles. Et le 4e point, c'est le point handicap. Et donc il y a une autre chose pour laquelle nous, on est vraiment extrêmement motivés. Donc le handicap, quand on sait aujourd'hui que la mairie a demandé un moratoire alors que la loi d'accessibilité aux bâtiments date de 2005 et qu'en gros, Argenteuil ne sera, si j'ai bien compris, tenu de remplir ces conditions qu'à partir de 2027, c'est-à-dire même pas la fin de ce mandat. Pour nous, il y a un vrai déficit démocratique. Et donc nous, la manière qu'on a de s'organiser, et c'est pour ça, moi je croyais qu'on allait répondre à toutes les questions, mais nous, la manière dont on a s'organisé, c'est comme ça qu'est né ce mouvement, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher à devenir les personnes qui vont expliquer aux gens ce qu'il faut faire. On a juste constaté qu'on savait gérer, nous, nos vies, qu'on avait tous nos implications, que ce soit dans des associations, dans des écoles, et on s'est dit qu'on était probablement en mesure de faire quelque chose. Et donc nous, on est venu dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous disiez comment on fait pour la sensibilisation pour les jeunes, mais en fait, nous, parce que moi je suis vieux dans cette équipe, en fait, peut-être que moi je fais partie des vieux, et en fait la majorité des jeunes qui sont pas là, on est désolé parce qu'on a un autre événement en parallèle, mais on a une équipe qui est extrêmement jeune, et ce sont eux qui ont apporté ces points. Et juste le dernier point que je voudrais mettre en avant sur cette histoire d'éduquer les jeunes à l'écologie et toutes ces choses-là, on considère nous que c'est pas aux enfants d'éduquer les parents, mais que c'est aux parents d'éduquer les enfants, et que donc la responsabilité, elle n'est pas sur les épaules des générations suivantes, mais sur nos épaules et sur les épaules de nos parents. Et c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est on veut être citoyens en responsabilité. Donc responsable de nos actes. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire un truc peut-être un peu audacieux, mais c'est pas grave. Répondre aux 3 autres questions précédentes, plus la tienne. Voilà, alors tout d'abord, concernant la jeunesse, moi, on fait partie de ceux qui ont compris qu'il n'y a pas simplement un effet Greta Thunberg, il y a une vraie sensibilité générationnelle parmi les jeunes, beaucoup plus conséquente que parmi les anciennes générations. Je n'en parle pas pour les raisons structurelles, mais je proposerai 3 choses. Que les 56 écoles d'Argenteuil aient un lopin de terre sur cette fameuse plaine dont tout le monde parle, qu'ils cultivent à tour de rôle, c'est leur terre, ils cultivent, et ça permet y compris de conscientiser les choses. La deuxième chose, qu'il y ait des projets dans tous les collèges d'Argenteuil autour de la transition énergétique qui puissent être récompensés régulièrement au cours de l'année, notamment, je le disais, avec ici des vélos, etc. etc. Et enfin, troisième chose, au niveau des lycées, dans 4 lycées d'Argenteuil, et j'espère bientôt d'un 5e, qu'il puisse y avoir dans ce qu'on appelle cette structure qu'on appelle le conseil de vie lycéenne, qu'il puisse y avoir des débats organisés sur la transition énergétique dans chacun des établissements scolaires, en l'occurrence ici, des lycées. Voilà concernant la première question. La seconde question, sur le conseil de transition dont il a été question, que nous appelons plutôt la maison du climat et de transition, et qui s'inscrit sur le temps long. On a un problème. Les échéances électorales, là, municipales, c'est 5 ans. Sauf que le merdier écologique, il continue largement au-delà de 5 ans. C'est pour ça que je parlais de temps long, mais il faut agir maintenant. Quand il y a temps long, c'est pouvoir se projeter dans cette affaire-là. Et donc l'avantage d'une maison du climat et de la transition, c'est de pouvoir faire d'emblée, dès le lendemain des élections, un état d'urgence climatique à Argenteuil en posant un audit. Où est-ce qu'on en est sur l'ensemble des questions transversales sur ces questions-là? Et à partir de là, je pense qu'il faut qu'il y ait soit des commissions, des délégations, on verra qui sera aux commandes, mais qu'il puisse y avoir cette maison qui puisse perdurer, pas simplement sur 5 ans, mais sur 10, 15, 20 ans, voire plus si affinité, et qui s'inscrivent en effet dans les problématiques qui viennent d'être posées. Et je finis sur la question, pour le coup c'est très important, le lycée Jean Jaurès, qui a un secteur qui s'appelle les styles 2D, développement durable. On doit être capable de pouvoir, pour ces jeunes-là en formation,
pouvoir se projeter dans des vrais projets à l'échelle d'Argenteuil et dans toutes les zones qui vont être en construction où des entreprises vont venir, nous dit-on, eh bien qu'on fasse en sorte que ce soit des entreprises qui s'inscrivent dans la construction, par exemple, de la construction du panneau voltaïque, de panneaux photovoltaïques ou autres, pour avoir, et dernière chose, on est pour une régie municipale de l'eau, c'est-à-dire que ça suffit l'eau privée, c'est un bien public, ça doit retomber dans le domaine public. En fait, c'est très transversal comme question, parce que Argenteuil, c'est une ville de presque 115 000 habitants qui, bien évidemment, a des problèmes sur les questions de l'écologie, mais aussi les questions sociales. Et on le sait, par exemple, aujourd'hui, la ville connaît un véritable problème, c'est l'emploi. Alors, comment réussir à allier les deux? Il y a des convergences, il faut penser emploi vert. L'écologie est une mine d'emplois qui pourrait être développée. Et ces emplois verts n'ont pas été développés, ne sont pas développés actuellement. Et il me semble qu'il est important peut-être de penser l'écologie et l'emploi en même temps. Alors quand on parle par exemple de l'énergie renouvelable, il y a des dizaines d'emplois qui peuvent être créés à partir de ce besoin, de cette possibilité. Pareil en ce qui concerne la question de... on parlait tout à l'heure, on a dit la transition, c'est le changement de société. C'est aussi le changement de production, c'est-à-dire produire différemment. Par exemple, moins d'emballage, moins de... et en même temps, et produire bio, produire maraîcher, et consommer différemment. Ça aussi, c'est pareil. Et donc, la consommation et la production différente va nous amener vers une transition écologique, une transition de société, un changement de société. Et le changement de société, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la responsabilisation. Et il y a aussi un autre point. Nous avons besoin d'actions préventives et d'actions éducatives. Et on parlait tout à l'heure, plusieurs personnes en ont parlé, il me semble, moi, une action très concrète. Si on utilise 2%, c'est pas beaucoup, mais 2% du budget des ordures ménagères, eh bien on pourra aider les associations à mener des actions, associations d'éducation populaire, associations écologiques, mais à mener des actions de sensibilisation au quotidien de manière concrète. Ça, c'est une question très concrète. 2% du budget des ordures ménagères pour les associations et en particulier sur les actions éducatives, les actions de prévention. Ça permettra de sensibiliser et ça permettra aussi de penser autrement et y compris, comme je disais tout à l'heure, les emplois verts. Il me semble que les emplois verts peuvent faire partie de ce que j'appelle la lutte contre le réchauffement climatique qui, pour moi, appartient à la lutte pour l'émancipation. C'est la lutte pour le changement de société, une société de consommation qui va passer à une société de responsabilisation. Déjà, je voudrais dire que dans notre liste, nous sommes des gens pragmatiques. Toutes les bonnes idées sont à prendre. Ça, c'est la première chose. Sur, effectivement, le chauffage urbain, il y a effectivement une priorité qui est donnée aujourd'hui aux offices HLM, ce qui se comprend puisqu'ils sont nombreux. Par contre, pour le privé, effectivement, ce que nous souhaitons faire, c'est, au niveau de la mairie, permettre aux gens de se renseigner pour avoir, par exemple, la possibilité de mettre des pompes à chaleur. Par contre, c'est un coût important, bien entendu, mais il y a une partie qui est prise en charge. Voilà. C'est effectivement permettre à tous les citoyens d'avoir les bons éléments, les bons renseignements pour effectivement, par exemple, la fin du fioul, puisqu'il y a encore du fioul. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, chez moi, j'avais encore du fioul. Et ça a un coût de changer, effectivement, de passer à autre chose. Voilà. Donc, effectivement, il faut informer les personnels, effectivement, les citoyens, qu'il y a des solutions qui sont effectivement chères, mais il y a une prise en charge par différents systèmes. Voilà. Et subventions. Voilà. Merci. Merci. La dernière question est pour la liste Vivre Argenteuil. Excusez-moi, j'ai encore le temps? Oui. Quelques secondes, ça va pas prendre longtemps. Il restait 47 secondes. Juste pour vous dire, voilà, moi je suis Mohamed Bentebra. Je suis représentant de l'Alliance écologiste indépendante, pour ceux qui connaissent. Pardon. Voilà. Moi je me suis engagé en politique, non pas pour, j'allais dire, entendre des mesures, parce que des mesures, il y en a. On a la chance en France d'avoir une richesse scientifique, intellectuelle, d'avoir des démographes,
on a tout ce qu'il faut en France. Vraiment, pour réfléchir, on a la Cour des comptes, on a des institutions... C'est court. On a vraiment des institutions qui sont riches et qui peuvent nous apporter. Mais quand la Cour des comptes fait un rapport, où vont les rapports? Dans les tiroirs. Quand on fait des propositions, il y a une phrase célèbre qui dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc c'est vraiment la volonté politique de faire les choses, de bouger les lignes. C'est ça qui me pousse à faire de la politique. Pas de dire de jouer l'ingénieur, de jouer au machin. Ok, bien sûr il faut cette technicité-là, il faut cette science-là. Mais comment on fait avancer les choses? C'est en changeant les mentalités. Notre façon de consommer, notre façon de penser, notre façon d'aimer, j'allais dire. Voilà, notre individualisme, comment on le transforme, tout ça. Et elles sont là les vraies questions. C'est pas de proposer un plan vélo, un plan ceci, un plan cela. C'est comment on le met en place et comment on change les mentalités rapidement. C'est ça la vraie question pour moi. Merci. Dans le principe, nous allons nous appuyer sur des systèmes qui sont existants, puisque la ville ne part pas de zéro, la ville et ses partenaires. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que l'éducation auprès des enfants existe par le biais des ateliers nature par exemple, qui sont localisés auprès d'un endroit que je vois Warda connaît bien, dans les serres municipales, au centre horticole, entre autres, qui ont aussi à disposition un jardin qui est situé rue du Poirier-Fourier. Décidément, ce micro crachote beaucoup. Rue du Poirier-Fourier. Ce jardin est utilisé et ces ateliers sont utilisés par à peu près toutes les écoles de la ville, à condition qu'il y ait une volonté une volonté des enseignants de les utiliser, qui vont faire de l'éducation donc à l'environnement pour les enfants. Donc ça c'est une piste et c'est quelque chose qui peut être encore amélioré, qui peut être encore déployé, sachant qu'il pourrait y avoir plus d'éducateurs par exemple pour continuer à en faire encore un peu plus. Donc ça c'est une première piste. Une autre piste sur cet axe, c'est de continuer à travailler, puisque l'on le fait déjà aujourd'hui, avec un syndicat qui s'appelle le syndicat Azur, qui a des éco-conseillers, puisque c'est le nom qu'on leur donne, un certain nombre de personnes qui vont aussi faire de l'éducation. Alors là, on est plus orienté sur la gestion des déchets, sur la façon de ne pas obligatoirement produire des déchets, justement, parce que le but d'Azur, c'est pas d'avoir plus de déchets à gérer, c'est plutôt d'en avoir moins à gérer. Et donc de travailler avec les enfants, et pas seulement les enfants, puisque ça fonctionne aussi pour des adultes, mais de travailler avec les enfants sur le sujet de la gestion des déchets, donc de l'empreinte écologique que l'on peut laisser, et aussi sur un autre sujet qui est le sujet du compostage. Donc ça, on a déjà, en fait, en gros, le but c'est de dire qu'on a déjà des moyens qui existent, il faut les renforcer. Merci beaucoup.